Vous est-il déjà arrivé de croiser soudainement un inconnu qui vous est étrangement familier? Vous ne l'avez jamais vu auparavant. Pourtant, il suscite en vous une sensation étrange, un malaise, une attirance, un frisson inexplicable, ou encore de vous réveiller en pleine nuit sans même savoir pourquoi. Votre corps est tendu, votre esprit vide, et pourtant quelque chose vous attire irrésistiblement. Jung n'aurait pas parlé de coïncidence, car, selon lui, l'inconscient ne reste jamais silencieux. Il s'exprime simplement dans un langage que nous ne comprenons pas. Et ceux qui ignorent ce langage ignorent les messages qui viennent de leur fort intérieur ou ne les perçoivent que des années plus tard, trop tard. Dans cette vidéo, nous vous dévoilons 4 façons dont l'inconscient vous envoie des messages, une à une. L'une d'elles vous semblera certainement familière. La plupart des gens imaginent l'inconscient comme quelque chose de sombre, de mystérieux, d'inaccessible. Comme s'il existait en vous une pièce obscure qui ne vous appartient pas et dont il vaut mieux ne pas ouvrir la porte. Mais Jung affirmait tout autre chose. Selon lui, l'inconscient n'est pas un ennemi refoulé, mais un guide refoulé. Et cette distinction est bien plus importante qu'il n'y paraît. Car lorsqu'on perçoit quelque chose comme un ennemi, on fuit. Mais lorsqu'on le perçoit comme un guide, on commence à l'écouter. C'est précisément pourquoi tant de personnes ignorent leur voix intérieure pendant des années. Elles la prennent pour des signaux d'alarme, alors qu'en réalité, ces voix ne sont qu'une boussole qui tente d'attirer leur attention. Réfléchissez, combien de fois dans votre vie avez-vous refoulé une émotion en vous disant « pas maintenant » ? Combien de fois avez-vous ravalé votre colère, caché votre tristesse, dissimulé vos peurs, même à vous-même? À chaque fois, vous avez trouvé une excuse valable. Ce n'est pas le moment. Ressentir cela me donne l'air faible. Ça passera. Et peut être que c'est passé. Du moins, c'est ce qu'il semblait. Mais ce que Jung nous montre, c'est que rien ne passe vraiment. Tout se transforme. Ce mot que vous n'avez pas pu prononcer lorsque vous l'avez compris s'enfonce dans l'inconscient. Cette émotion insupportable s'enfonce dans l'inconscient. Cette vérité que vous avez refusé d'affronter s'enfonce dans l'inconscient. Et il attend là. Silencieusement, patiemment, avec persévérance. L'inconscient ne se presse jamais, car il n'a nulle part où aller. Il est déjà présent dans votre vie. Et même si vous lui fermez la porte, il trouvera toujours une fenêtre. C'est là que nous arrivons à l'une des observations les plus importantes de Jung. Jung définit le monde intérieur de l'individu comme une structure composée de 2 couches fondamentales, la conscience et l'inconscient. La conscience est la partie que vous percevez, par exemple, que vous planifiez et que vous pensez contrôler. Mais l'inconscient est bien plus vaste. Il est plus profond, plus ancien et plus puissant. Et le plus intéressant, c'est que l'inconscient n'est jamais vide. Plus vous le refoulez, plus cet espace se remplit. Plus vous l'ignorez, plus l'accumulation intérieure grandit. Jusqu'à ce qu'un jour, d'une manière ou d'une autre, il se manifeste. Ce « d'une manière ou d'une autre » est l'essence même de ce dont nous allons parler aujourd'hui. Car l'inconscient ne parle pas au hasard. Il ne crie pas de façon désordonnée, imprévisible et chaotique. Non, il possède un langage bien plus systématique. Jung, qui a étudié les gens, écouté leurs rêves et suivi leurs symptômes au fil des ans, est parvenu à cette conclusion. L'inconscient utilise des canaux spécifiques pour nous envoyer des messages. Et une fois ces canaux identifiés, on ne peut plus les ignorer. Quand on rêve, on sait qu'il contient un message. Quand on ressent une lourdeur inexplicable dans son corps, on comprend que ce n'est pas un hasard. Quand on remarque que la même chose se répète sans cesse dans sa vie, on apprend à se tourner vers l'intérieur plutôt que de blâmer l'extérieur. Et parfois, ce dont on a besoin à ce moment précis apparaît inopinément. C'est alors qu'on comprend que ce n'est pas un hasard. 4 voies, 4 canaux. Ils puisent tous à la même source, en nous-mêmes. Identifier ces voies ne suffit pas. Ce qui compte, c'est ce que l'on fait après avoir reçu ce message. Le processus que Jung appelait l'individuation commence ici. Non seulement il ne s'agit pas de le reconnaître, mais de se confronter à ce que l'on a reconnu, de l'intégrer, de lui faire une place. Ce n'est pas facile. Car les messages de l'inconscient nous révèlent souvent non pas ce que nous aimons, mais ce dont nous avons besoin. Et la différence entre les deux peut parfois être très douloureuse. Mais nous savons aussi ceci, éviter cette douleur ne fait que l'amplifier. L'affronter, en revanche, apporte progressivement la clarté. Jung l'a observé tout au long de sa vie, tant dans sa propre expérience que chez des centaines de ses patients. Et il a dit ceci, « L'obscurité intérieure, lorsqu'elle est éclairée, se transforme en force. L'inconscient n'est donc pas un ennemi, c'est une force indomptée. Et pour comprendre cette force, il faut d'abord apprendre à la reconnaître. À présent,
section par section, nous explorons ensemble ces 4 canaux. Et peut être qu'une petite voix intérieure vous dit en ce moment « Mais je me connais déjà, ce sentiment est très familier ». La plupart des gens pensent exactement cela avant d'entreprendre un voyage à la découverte de l'inconscient. Pourtant, l'une des observations les plus frappantes de Jung est la suivante. Ce que nous voyons le moins est ce qui nous appartient le plus. Chaque nuit, vous dormez. Et la plupart du temps, au réveil, vous pensez « J'ai fait un rêve absurde ». Peut être voliez-vous, peut être qu'un inconnu vous poursuivait, peut être que vos dents tombaient, ou peut être avez-vous paniqué en réalisant que vous étiez en retard pour un examen très important. En ouvrant les yeux, tout s'estompe, ne laissant qu'une vague impression. Et vous vous dites « Quel rêve absurde !» et vous allez prendre votre petit déjeuner. Mais Jung dit « L'inconscient ne parle pas de manière absurde, il parle symboliquement. » Et cette distinction va complètement changer votre perspective sur les rêves, car ce que nous appelons absurde est souvent un langage que nous ne parvenons pas à déchiffrer. C'est comme aller dans un pays étranger et ne pas comprendre la langue parlée par les habitants. La langue n'est pas absurde, vous ne l'avez simplement pas encore apprise. Les rêves sont pareils. Ce sont des messages codés que vous envoie l'inconscient. Et lorsque vous apprenez à les déchiffrer, vous réalisez qu'il y a une voix en vous que vous n'aviez jamais entendue auparavant. Jung a étudié les rêves pendant des années, à travers sa propre expérience et celle de ses patients. Il en est arrivé à cette conclusion. Les rêves ne sont pas le fruit du hasard. Les émotions refoulées durant la journée prennent vie la nuit. La réalité que vous fuyez se transforme en scène nocturne. Ce que vous craignez d'affronter vous poursuit. Une dynamique relationnelle que vous refusez de reconnaître apparaît dans vos rêves sous un tout autre jour. En bref, les rêves sont des pièces de théâtre, mises en scène par l'inconscient. Et chaque pièce porte un message. Voici quelques exemples. J'imagine qu'au moins l'un d'eux vous semblera familier. Si vous rêvez constamment de fuir quelque chose, votre inconscient essaye peut-être de vous dire « Il y a quelque chose dans votre vie que vous fuyez sans cesse et qui ne disparaîtra pas. » Si vous rêvez de perdre vos dents, c'est un symbole onirique très courant et, selon Carl Jung, il est souvent associé à une perte de contrôle, à une profonde angoisse quant à l'image que vous renvoyez aux autres. Si vous vous voyez tomber, c'est souvent le signe que vous essayez de retenir quelque chose dans votre vie, mais que vous sentez intérieurement devoir lâcher prise. Si un inconnu vous poursuit, il est fort probable que cette personne soit une partie de vous-même, une partie que vous n'avez pas acceptée, que vous avez refoulée, dont vous niez l'appartenance. Jung appelait cela l'ombre. Et plus vous l'ignorez, plus l'ombre vous poursuit d'autant plus vite. Mais maintenant, je voudrais vous demander, et si vous ne rêvez jamais? Ou si vous dites rêver mais que vous ne vous souvenez d'aucun rêve? Il est crucial de souligner un point essentiel. Tout le monde rêve. Chaque nuit, durant certaines phases du sommeil, l'esprit suit ce processus. Ne pas se souvenir de ses rêves ne signifie pas que vous n'en avez pas rêvé. Cela signifie simplement que vous n'avez pas encore ouvert la porte. Parfois, cela indique que les messages de l'inconscient sont si intenses, si lourds de sens, que l'esprit, se croyant incapable de les gérer à l'état de veille, ne vous les signale pas pour vous protéger. C'est un mécanisme de défense, mais il n'est pas éternel, car l'inconscient est persistant. Si vous fermez un canal, il en essaye un autre. Le corps intervient. Des schémas comportementaux interviennent. Par conséquent, écouter ses rêves est en réalité l'un des dialogues les plus sincères que l'on puisse avoir avec soi-même. Jung en a fait l'expérience. Notamment durant la période où il s'est séparé de Freud, il a entrepris une exploration des profondeurs de son inconscient. Il a consigné ce processus dans son ouvrage intitulé « Le livre rouge ». Il y a écrit et dessiné ses rêves, ses visions et ses rencontres au sein de son monde intérieur. L'homme qui a émergé de ce processus était très différent de celui qui y était entré. Car se confronter à l'inconscient ne vous détruit pas. Au contraire, cela vous intègre. À partir d'aujourd'hui, vous pouvez regarder vos rêves d'un œil nouveau. Inutile de les déchiffrer, inutile de les analyser. Notez-les simplement. Au réveil, avant même de vous précipiter sur votre téléphone dès que vous ouvrez les yeux, notez tout ce qui vous vient à l'esprit à cet instant. Une sensation, une couleur, un visage, une scène. Avec le temps, un schéma se dégagera. Et ce schéma vous murmurera quelque chose sur vous-même qu'aucun livre, personne d'autre, ne peut vous révéler. La vérité que personne n'avoue ouvertement est la suivante. Le corps ne ment jamais. L'esprit, lui, peut être trompé.
On peut se raconter une histoire et y croire un temps. On peut se dire « je vais bien, c'est fini, ça n'a plus d'importance ». Et peut-être parviendrez-vous à convaincre votre entourage. Peut-être même à vous convaincre vous-même. Mais le corps, lui, n'est pas dupe. Il enregistre tout. Ce que vous ne pouvez exprimer reste coincé dans votre gorge. Le fardeau que vous ne pouvez porter pèse sur vos épaules. La douleur que vous ne pouvez avaler vous étreint l'estomac. La colère que vous refoulez s'accumule dans vos muscles. La tristesse que vous ne pouvez accepter vous pèse lourdement sur la poitrine. Ce ne sont pas des métaphores, ce sont des réalités physiologiques. Et Jung l'a compris très tôt, qui plus est, à une époque où ce lien entre le cerveau et le corps n'était pas encore aussi clairement établi scientifiquement. Jung disait « Chaque émotion refoulée dans l'inconscient cherche à s'exprimer, et le corps est la porte qu'elle utilise le plus souvent pour cela. » Réfléchissez-y un instant. Que vous a fait votre corps pendant une période très difficile de votre vie? Peut-être étiez-vous constamment malade, votre système immunitaire affaibli. Peut-être aviez-vous le dos raide, des douleurs cervicales persistantes. Peut-être aviez-vous l'estomac constamment tendu, l'appétit complètement perdu, ou au contraire, étiez-vous entré dans un cycle de boulimie incontrôlée. Peut-être vouliez-vous vous lever le matin, mais votre corps refusait de coopérer. L'épuisement vous accablait tellement que, peu importe le nombre d'heures de sommeil, vous ne pouviez pas vous reposer. Vous avez probablement attribué tout cela au stress. Et le mot stress est juste, mais il est incomplet. Car sous ce stress se cache toujours une émotion. Et cette émotion, si elle n'est pas nommée, reconnue et exprimée, ne quittera pas le corps. Elle s'accumule. La psychologie moderne le démontre clairement. L'ouvrage de Bessel van der Kolk, « Le corps n'oublie rien », explique comment les traumatismes et les émotions refoulées sont codés et stockés dans le corps et comment ils ressurgissent sous forme de réponses physiologiques, même des années plus tard. Jung l'avait intuitivement pressenti il y a des années. La science le prouve page après page. Ressentez-vous une gêne récurrente, une douleur lancinante au même endroit, une tension chronique, une sensation persistante? Je ne minimise pas les problèmes médicaux en disant cela. Bien sûr, consultez d'abord un médecin et prenez votre corps au sérieux. Mais si tous les examens médicaux ont été effectués et qu'aucune cause physique n'a été trouvée, il devient pertinent de se poser la question. Quelle émotion est-ce que je refuse de reconnaître? La colère? La plupart des gens refoulent leur colère, car depuis l'enfance, être en colère nous a donné l'impression d'être une mauvaise personne. Nous avons grandi avec des phrases comme « Ne sois pas en colère »,« Calme-toi, les gens bien ne se mettent pas en colère », et nous avons refoulé notre colère. Mais cette colère ne s'est pas apaisée, elle s'est simplement intériorisée. Et cette colère, avec le temps, s'installe dans le corps sous forme de tension chronique. Ou bien elle explose au mauvais endroit, au mauvais moment, d'une manière qui nuit à la personne juste prête à exploser. La tristesse? Beaucoup de gens ont honte de pleurer. Surtout les hommes, mais pas seulement. Tous ceux qui se sentent obligés d'être forts. Pleurer n'est pas un signe de faiblesse. Au contraire, selon Jung, exprimer ses émotions est l'une des formes de communication les plus saines avec l'inconscient. Quand on refoule ses larmes, cette énergie ne s'évacue pas. Elle pèse lourdement sur la poitrine, forme une boule dans la gorge et crée une pression dans la tête. Déception? Observez l'épuisement physique des personnes dont les attentes ne sont pas comblées, qui répètent sans cesse « ce n'est pas grave » et qui abandonnent toujours. Cet épuisement n'est souvent pas physique, il est émotionnel. Et cet épuisement est la façon dont le corps exprime une déception refoulée. Le corps ne cessera de vous rappeler cette sensation, même si vous n'en connaissez pas le nom. Il ne s'arrêtera pas. Il ne s'arrêtera pas, jusqu'à ce que vous l'écoutiez. Et c'est précisément pourquoi le corps est le messager le plus fidèle de l'inconscient. Car on peut oublier ses rêves, on peut ignorer des schémas, mais faire taire son corps est beaucoup plus difficile. Il se réveille avec vous chaque matin. Il s'endort avec vous chaque soir. Et chaque jour, que vous en soyez conscient ou non, il vous laisse un message. Il vous suffit d'apprendre à le lire non comme un problème, mais comme une information. La prochaine fois que vous ressentez quelque chose dans votre corps, avant de prendre immédiatement des médicaments ou de le réprimer, faites une pause et demandez-vous « Que cherche à me dire cette sensation ?» La réponse ne viendra peut-être pas immédiatement. Mais poser la question est déjà un premier pas, car l'inconscient attend qu'on l'interroge. Et lorsqu'on l'interroge, tôt ou tard, il répondra inévitablement. Si des schémas se répètent dans votre vie, si vous rencontrez sans cesse les mêmes problèmes avec les mêmes types de personnes,
si vous avez les mêmes disputes avec différentes personnes, si vous atteignez le même point de rupture dans différentes relations, si vous vous répétez sans cesse « cette fois, ce sera différent », pour vous retrouver au point de départ peu après, ce n'est pas une question de chance, c'est la signature de votre subconscient. Il est très facile de blâmer le monde extérieur, et souvent, il y a des facteurs extérieurs à incriminer. Je ne le nie pas, mais la question qu'il faut se poser est « Pourquoi les mêmes types de personnes croisent-ils toujours votre chemin? Pourquoi la même dynamique se met-elle en place pour ensuite s'effondrer au même moment? Pourquoi, lorsque vous déménagez dans une autre ville, que vous lancez une nouvelle entreprise ou que vous commencez une nouvelle vie avec une nouvelle personne, ce sentiment de familiarité revient-il au bout d'un certain temps? Parce que le décor a changé mais pas le scénario. Et celui qui a écrit ce scénario n'est pas à l'extérieur, il est à l'intérieur. Jung appelait cela l'ombre. L'ombre représente les aspects de vous-même que vous ignorez, que vous refusez d'accepter, que vous refoulez et dont vous niez l'appartenance. Depuis l'enfance, chaque sentiment pour lequel vous vous êtes dit « je ne devrais pas être comme ça », chaque besoin que vous avez rejeté en le jugeant honteux, chaque impulsion qui vous a fait croire que vous étiez une mauvaise personne, tout cela a été relégué dans les profondeurs de votre inconscient. Et plus vous ignorez cette ombre, plus elle se renforce. Elle grandit à mesure qu'elle est refoulée. Car l'énergie qu'elle mobilise ne diminue pas, elle change simplement de direction. Et cette énergie, tôt ou tard, se manifeste par des schémas comportementaux dans votre vie. Réfléchissez maintenant. Qui sont les personnes qui vous agacent le plus? Quels traits de caractère vous dérangent profondément? L'arrogance, la paresse, le mépris des règles, le besoin excessif de contrôle. Soyez attentifs, car, selon Jung, les traits de caractère qui nous dérangent le plus reflètent souvent les aspects de nous-mêmes que nous refoulons le plus. C'est le mécanisme de la projection. Vous voyez chez autrui quelque chose que vous ne pouvez accepter en vous-même, et vous y réagissez intensément. L'intensité de cette réaction est directement proportionnelle à la profondeur du refoulement. Ainsi, si quelque chose chez quelqu'un vous dérange plus que de raison, cela signifie très probablement qu'il y a en vous une part de vous-même que vous n'avez pas encore affrontée. Cette pensée déclenche une réaction défensive lorsqu'elle est entendue pour la première fois. Vous pourriez penser « Non, cette personne était vraiment problématique, cela ne me reflète pas. » Et peut être que cette personne l'était effectivement. Mais la question n'est pas « Cette personne était-elle problématique ?» La question est « Pourquoi ai-je choisi cette personne lorsqu'elle est entrée dans ma vie? Pourquoi ai-je créé cette dynamique? Pourquoi suis-je resté dans cette relation ?» Ces questions sont les portes de l'ombre. Et ouvrir ces portes est difficile, car on risque d'y trouver des choses désagréables. Il se peut qu'il y ait un besoin que vous ne voulez pas reconnaître. Il se peut qu'il y ait une peur que vous ne voulez pas identifier. Il se peut qu'il y ait un schéma que vous ne voulez pas voir. Mais nous savons aussi ceci. Garder la porte fermée ne fait pas disparaître ces choses. Cela ne fait que les maintenir dans l'ignorance. Et ce qui reste dans l'ombre exerce une influence bien plus grande sur vous que ce qui est mis en lumière. Voyons maintenant les choses sous un autre angle. Qui sont les personnes qui vous attirent le plus? Quelles qualités vous touchent, vous fascinent et vous attirent profondément? La liberté, le courage, la capacité à poser des limites, la confiance en soi. Selon Jung, cette attraction est aussi un message. Car les qualités qui nous fascinent sont souvent des potentiels en nous que nous ignorons posséder ou que nous refusons d'accepter. Ce que vous voyez chez autrui et dont vous pensez « j'aimerais être comme ça », c'est en réalité cette qualité en vous qui se reconnaît. Je ne dis pas que vous n'avez pas cette qualité. Au contraire, elle existe en vous, mais elle n'est pas encore pleinement intégrée. Et vous continuez à la chercher à l'extérieur jusqu'à la trouver en vous. C'est pourquoi les schémas récurrents ne sont pas une punition, mais une invitation. C'est le même message que votre inconscient vous envoie sans cesse, sous différentes formes, à travers différentes personnes. Regarde ici, change cette fois, prends conscience cette fois. Et quand le remarquez-vous? Quand ce schéma se brise-t-il? La réponse de Jung était claire. Seulement lorsque vous voyez la source de ce schéma en vous. Non pas en changeant la personne extérieure, non pas en changeant les circonstances, mais en confrontant cette part refoulée en vous. C'est l'une des étapes les plus cruciales du processus d'individuation. Reconnaître l'ombre, la regarder, l'intégrer. Il ne s'agit pas de l'approuver, mais de se l'approprier et de la transformer. Car au sein de l'ombre, il n'y a pas toujours que des ténèbres. Il y a aussi des forces refoulées, des potentiels inexploités
et des besoins inexprimés. Et lorsque ces éléments sont intégrés, les schémas de votre vie commencent progressivement à changer. La même scène ne se répète plus, car le scénario a changé. Et cette fois, c'est vous qui écrivez le scénario, et non votre inconscient. Carl Jung était psychiatre et s'appuyait sur ses observations. Pendant des années, il a écouté les gens. Et inlassablement, chez différentes personnes, dans différentes cultures, à différentes époques, il constatait la même chose. Parfois, un événement du monde extérieur coïncidait si intensément avec ce que la personne vivait intérieurement à ce moment précis qu'une simple coïncidence ne suffisait pas. Jung donna un nom à ce concept, la synchronicité. Il la définissait comme suit: des événements qui surviennent sans lien de causalité, mais qui coïncident de manière significative. Autrement dit, il n'y a pas de relation de cause à effet direct entre les deux. Pourtant, ils se produisent au même moment, et cette coïncidence revêt une signification profonde. Prenons un exemple concret. Vous pensez à cette personne, et le téléphone sonne, c'est elle. Vous vous débattez avec une question qui vous taraude depuis des années, et ce jour-là, vous tombez sur un livre qui traite précisément de ce sujet. Vous sentez qu'une relation est au bord de la rupture, et cette semaine-là, une opportunité inattendue se présente à vous. Vous sentez que vous êtes sur le point de vivre une grande transformation intérieure, et à ce moment précis, cette personne entre dans votre vie. S'agit-il de coïncidence? Dans le langage courant, on se dit simplement « quelle étrange coïncidence ». Mais selon Jung, cette explication est insuffisante, car la synchronicité n'est pas une coïncidence, mais une configuration de signification. Et la source de cette configuration de signification est l'inconscient. Alors, comment est-ce possible? Comment l'inconscient influence-t-il le monde extérieur? Jung n'a pas proposé de mécanisme définitif à cette question, car il était psychologue, non physicien, et il savait qu'il était impossible à son époque d'expliquer pleinement le fonctionnement de l'inconscient. Mais il a observé ceci. Lorsque les individus atteignent une certaine maturité intérieure, un certain niveau de conscience, un certain état de réceptivité, des événements correspondants commencent à se produire dans le monde extérieur. C'est comme si un dialogue invisible s'établissait entre le monde intérieur et le monde extérieur. Et ce dialogue est vécu avec le plus d'intensité au moment où une personne est sur le point de se transformer. Maintenant, prenez un instant pour réfléchir à votre propre vie. Ces derniers mois ou ces dernières années, avez-vous vu apparaître une personne, une information, une opportunité, une phrase, exactement au moment où vous en aviez besoin? Peut-être vous êtes-vous dit à ce moment-là, quelle merveilleuse coïncidence, ou encore, par hasard. Mais demandez-vous maintenant, cette coïncidence était-elle déjà là avant même que vous soyez prêt et à la saisir? Ce livre se trouvait dans cette bibliothèque depuis des années. Cette personne vivait dans cette ville depuis des années. Mais vous l'avez vue à ce moment précis. Vous l'avez atteinte à ce moment précis. Pourquoi à ce moment précis? La réponse de Jung. Parce que votre être intérieur était prêt à cet instant. Votre inconscient était prêt à regarder cette porte à cet instant précis. Et l'œil qui est prêt voit ce qui a toujours été là, mais qu'il ne pouvait voir auparavant. Cette perspective change radicalement la vie, car vous commencez à percevoir les événements non plus comme de simples coïncidences extérieures, mais comme le reflet de quelque chose qui vient de l'intérieur. Cela ne vous rend pas responsable de tout. Il ne s'agit pas de déterminisme. Mais cela vous fait sortir du rôle d'observateur passif. Vous commencez à porter un regard différent sur les moments importants de votre vie. Cette attention t'ouvre le canal le plus subtil et le plus délicat du dialogue avec votre inconscient. La synchronicité le confirme. L'inconscient n'est pas seulement intérieur. Selon Jung, sous l'inconscient individuel se cache l'inconscient collectif, le patrimoine symbolique commun à toute l'humanité. Et cette strate collective transcende les frontières individuelles. C'est pourquoi, parfois, vous ressentez une profonde familiarité lors de votre première rencontre avec un parfait inconnu. C'est pourquoi, parfois, des symboles à travers les cultures et les siècles se ressemblent. C'est pourquoi, parfois, dans un rêve, une image issue d'une mythologie que vous n'avez jamais lue apparaît. Ce ne sont pas des coïncidences, ce sont des façons dont l'inconscient collectif vous salue. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, ce n'est pas un hasard. Peut-être êtes-vous ici pour entendre exactement ce que vous avez besoin d'entendre. Peut-être une question vous taraude-t-elle depuis longtemps, et aujourd'hui, vous commencez à y trouver une réponse. Si vous ressentez la même chose, écrivez en commentaire. Je suis prêt à écouter, car la première étape de ce voyage est toujours la même. Reconnaître que le message est arrivé.
Et c'est exactement ce que vous faites en ce moment. Les rêves, le corps, les schémas comportementaux et les moments significatifs. Nous avons abordé chacun de ces éléments, et peut être qu'une clarté commence à émerger en vous. Peut être que certains vous ont paru plus familiers que d'autres. Peut être avez-vous retrouvé une part de vous-même dans chacun d'eux. Savoir tout cela suffit-il? Savoir qu'un rêve est symbolique, savoir qu'un signal corporel porte un message, savoir que les schémas récurrents proviennent de l'intérieur, savoir que les moments significatifs ne sont pas le fruit du hasard. Cela suffit-il à vous transformer? La réponse de Jung était claire. Non. La connaissance est un point de départ, mais la transformation commence par un choix. Et ce choix est bien plus courageux qu'il n'y paraît. Car choisir, c'est remettre en question tout ce qui vous a semblé sûr jusqu'à présent. C'est choisir d'affronter les émotions que vous avez refoulées. C'est choisir de voir l'intérieur, et non l'extérieur, dans le schéma récurrent. C'est choisir d'écouter ce que votre corps vous dit. Et ce n'est souvent pas facile, car les messages de l'inconscient ne sont pas toujours agréables. Parfois, ils vous annoncent la fin d'une relation. Parfois, ils vous annoncent la perte d'un emploi. Parfois, la vie nous révèle que l'identité que nous avons construite au fil des ans n'est qu'un masque. Et retirer ce masque, découvrir ce qui se cache dessous, demande un courage immense. Jung appelait cela l'individuation. L'individuation est un processus bien plus profond, complexe et exigeant que le récit de la trouvaille avec soi-même que nous présente la culture populaire. S'individuer, ce n'est pas seulement découvrir ses forces, c'est accepter son ombre. Ce n'est pas seulement voir sa lumière, c'est affronter ses ténèbres. Ce n'est pas seulement imaginer qui l'on veut être, c'est accepter qui l'on est, dans son intégralité, avec toutes ses contradictions, toutes ses oppositions. Et lorsque cette acceptation survient, quelque chose change. La qualité de nos réactions face à tout ce qui vient de l'extérieur se transforme. On ne réagit plus automatiquement, on choisit. Quand quelqu'un nous met en colère, on sait où cette colère nous touche en nous. Quand une relation nous épuise, on comprend qu'elle tire sa source de l'intérieur et non de l'extérieur. Quand une opportunité se présente, vous pouvez sentir si elle vous est vraiment destinée. Cette conscience ne vous rend pas parfait, elle ne vous empêche pas de faire des erreurs, mais elle fait de vous l'acteur de votre propre vie. Et c'est l'essence même de ce que Jung a essayé d'offrir aux gens tout au long de sa vie. Être l'auteur de sa propre vie, être l'écrivain et non le récepteur, être celui qui choisit et non celui qui se laisse emporter. Maintenant, j'aimerais vous poser une question très concrète. Parmi les 4 voies que nous avons abordées dans cette vidéo, laquelle vous a semblé la plus familière? Vos rêves? Les signaux de votre corps? Des schémas récurrents dans votre vie? Ou des moments marquants? Ce sentiment de familiarité n'est pas anodin. Il indique le canal par lequel votre inconscient vous envoie actuellement le plus de messages. Et puisque vous reconnaissez ce canal, vous pouvez maintenant choisir de lire ce message. Ou vous pouvez choisir de l'ignorer. Mais sachez ceci, si vous choisissez de l'ignorer, l'inconscient n'abandonnera pas. Il essaiera un autre canal. Il se fera entendre plus fort. Il créera un schéma plus distinct. Cela enverra un signal corporel plus fort. Cela créera une coïncidence plus marquante. Car le but de l'inconscient n'est pas de vous détruire, mais de vous intégrer. Il n'est pas votre ennemi, mais votre guide le plus patient. Et le jour où vous choisirez d'écouter la voix de ce guide, les choses commenceront à changer dans votre vie. Lentement, imperceptiblement, mais durablement. La clarté viendra, non une armure. La rencontre viendra, non la fuite. Le choix viendra, non la réaction. Vers la fin de sa vie, Jung a dit « Celui qui regarde vers l'extérieur rêve, celui qui regarde vers l'intérieur s'éveille. » Et vous choisissez de regarder vers l'intérieur en ce moment même. Ce n'est pas anodin. C'est quelque chose que beaucoup de gens ne font jamais. Si ce voyage a résonné en vous et que vous souhaitez explorer l'inconscient plus profondément, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Avant de terminer cette vidéo, écrivez une simple phrase dans les commentaires. « Je choisis », car ces 2 mots sont loin d'être insignifiants. C'est une réponse que vous adressez à votre inconscient. « J'ai reçu ton message. Je suis prêt à l'entendre. Et je choisis. » C'est là que la transformation commence. Nous arrivons au terme de cette vidéo. Si vous souhaitez nous soutenir financièrement, vous pouvez devenir membre en cliquant sur le bouton « Rejoindre ». Merci.